On est de retour dans le 2 à 4, 14h21. Et puis, Adrien Pouliot est arrivé, le président du Parti conservateur, chef du Parti conservateur du Québec, président de Draco. Draco, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Hein? Non, on s'en a jamais été dans les détails. Est-ce que tu as le droit de nous le dire ou pas? T'as mieux pas trop? Non, c'est ma compagnie d'investissement personnel. Bon, c'est parfait. J'ai des sujets que tu m'as envoyés. Après des années de blocage bureaucratique, les Montréalais peuvent maintenant manger de la bouffe de rue comme à New York. L'as-tu essayé, toi, Adrien? Non, j'ai pas essayé encore. Je l'ai vu là au Mont-Royal. Évidemment, moi, je suis bien content. Je trouve ça le fun, tu sais, mais c'est encore le modèle québécois. Tu sais, ça a pris quoi, 30 ans? Là? Ah, c'est fou. Combien de temps que ça a pris? Compliqué, là, c'est pas évident. C'est compliqué. Puis là, c'est bureaucratique. D'abord, c'est la ville qui a décidé le nom des 27 restaurateurs de rue qui maintenant pourraient sillonner les différents sites. Ça prenait des gens qui avaient déjà des restaurants. En plus. Ça ne ferait pas rentrer en compétition avec eux-mêmes, si on peut dire. Là, alors, tu vois que c'est tout. C'est juste un peu patenté. C'est pas de la vraie concurrence. Alors donc, y a-tu des enveloppes brunes là pour avoir le permis? J'espère que non, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu as besoin d'un permis pour tout faire. Alors donc, les 27 gars qui voulaient avoir le permis, c'est tentant. Là, je dis pas qu'ils l'ont fait, là, mais... Non, mais c'est ça. À partir du moment où tu as besoin d'un permis, tu mets des pouvoirs dans un fonctionnaire. Tu crées une possibilité de corruption, si on peut dire. Puis là, bien évidemment, il y a une association. Alors là, il y a l'Association des restaurateurs de rue du Québec. C'est eux autres qui vont gérer l'horaire de rotation des camions. Alors, c'est fou. T'imagines la bureaucratie, là. Et il y a toutes sortes de règles. Il faut que ça soit autopropulsé. T'as pas le droit à des roulottes. Ben non. Puis comme tu dis, il faut que ça soit associé. Il faut que ça soit associé à un restaurateur qui est déjà en existence. Alors là, tu vois là, Ben écoute, moi, Adrien, je regardais ça, puis je me disais, moi, je mettrais 2-3 règles. La première chose que la ville doit s'assurer, c'est la salubrité dans ces camions-là. Ça, c'est le rôle parfait pour les autorités publiques là-dessus. Exactement. Pour assurer qu'on mange pas de n'importe quoi. Puis après ça, les endroits où on met les camions, que ça nuit pas à l'ordre public. Le trafic. Après ça, merci, bonsoir, là, amusez-vous, puis si vous êtes capable de compétitionner entre vous, tant mieux. Puis si vous offrez de la diversité aux autres, tant mieux, mais le rôle, là, on est rendu partout. Là. Ah, c'est ça, alors c'est la ville qui décide, on va avoir le droit, c'est-tu tel genre de bouffe ou tel autre genre de bouffe. Puis y a pas. Alors, c'est encore bureaucratique, compliqué. Puis alors ça m'a fait bien sourire, c'était un autre. Puis évidemment, comme disait Applebaum, l'ex-maire Applebaum, on va être un modèle unique en Amérique du Nord. Dès que t'entends ça, là, il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a personne d'autre qui le fait en Amérique du Nord, nous autres, on est fiers de le faire. Alors, la bouffe de rue, c'est pas la nouvelle nouvelle idée du siècle. Là. Ça fait longtemps que ça existe. New York, là, tu sais. Alors donc, tu vois que il faut pas laisser le marché aller. Il faudrait surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vende de dog hamburger. Non. Là, il faut que ça soit de la poutine au foie de veau. En tout cas, je suis pas trop au courant. Protégeons tout le monde. Puis à Québec, ils refusent encore à Québec. Ah oui. Oui, il y a un restaurateur à Québec, ce qu'il a fait, lui, il est allé s'installer sur l'île d'Orléans, où il y a beaucoup de touristes, au vignoble. Il y a un vignoble là-bas, le vignoble, je sais pas si c'est le vignoble Bacchus ou l'île d'Orléans, peu importe son nom. Alors, il s'est installé là. C'est sur un terrain privé, fait que la ville peut pas rien faire. Et aussi, sur le bord du fleuve, le fédéral a le bassin Brown qui a été construit, puis il y a un petit parc qui appartient au fédéral. Alors, ils sont allés s'installer sur le terrain du fédéral qui leur a permis. Fait que là, la ville est encore fourrée. Chacun trouve un moyen, des fois, de contourner des règlements municipaux. Ouais, hein? C'est ça. Ah, bon Dieu, les méchants fédéralistes l'ont laissé faire. Et le ministère du Tourisme veut parler des chambres à coucher, la certification des établissements d'hébergement touristique et le lobby de l'Association des hôteliers du Québec. Ouais, alors là, c'est la saison touristique au Québec. Alors... ceux qui sont déjà allés en France, là, ils savent que c'est bien facile là-bas là, d'avoir un aubergiste et puis de trouver des aubergistes en ligne. Mais là, ça avec en ligne, exactement, là, n'importe où. Là. C'est ça. Mais là, au Québec, évidemment, c'est rendu maintenant illégal de pouvoir offrir sa chambre comme ça sur l'Internet. Il faut avoir une certification. Et moi, tu sais, si disons, l'association des hôteliers avait dit, OK, on va se partir une certification qui est volontaire. Ouais. Puis, de façon à ce que les touristes puissent savoir si c'est une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, parfait. Tu sais, c'est un service à rendre, puis ça serait quelque chose de volontaire. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on oblige les gens à avoir une certification. Et donc, évidemment, ben là, c'est compliqué, tu sais, c'est toutes sortes d'étapes dans le processus. Il faut remplir des formulaires, il faut fournir la preuve de conformité à la réglementation municipale d'urbanisme,
faut contracter une assurance responsabilité civile d'au moins 2 millions. Évidemment, il faut toujours payer un frais. Il y a toujours un frais à payer. Ouais. Alors, 265$ par année. Alors donc, là, tu te dis, OK, qui c'est qui est en arrière de ça? T'sais, pourquoi est-ce qu'ils ont patenté une affaire? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait obligatoire? Puis là, mais évidemment, ça tourne autour du lobbyisme de l'Association des hôteliers du Québec. Ouais. Parce que les chambres, les petites affaires de gîte du passant, ça concurrence les hôtels. Alors, écoute, je connais pas exactement tout ce qui est en dessous de ça, mais de toute évidence, là, quand l'Association des hôteliers du Québec dénonce cette concurrence-là, ils doivent être en arrière de cette certification obligatoire-là, qui réduit encore une fois la concurrence, qui met des bâtons dans les roues aux entrepreneurs, puis honnêtement, là, tu sais, c'est rien que des petites chambres à gauche et à droite. C'est sûr, moi, c'est ça qui permet de boucler ton budget, puis bon, c'est le fun, tu sais, puis avec l'Internet, c'est facile, mais... C'est ça, là. C'est le gars qui a une grande maison, là, puis qui a plus d'enfants à la maison, puis l'été, il veut louer une couple de chambres de même pour faire de l'extra. Ils vont-tu courir après lui, passer de le poursuivre, puis tout le kit, là? Ben, peut-être, là, ils vont engager, c'est sûr qu'ils vont engager des inspecteurs, ça prend des inspecteurs, ça prend une bureaucratie. Parce que les villes aussi font de l'argent avec ça, là. Oui, alors donc, encore une fois, là, ça reflète la propension du gouvernement du Québec à s'immiscer partout, là, tu sais, donc, c'est bien plus facile pour un ministre du Tourisme de satisfaire une association bien organisée qu'une constellation d'individus qui sont désorganisés puis souvent inconscients de l'illégalité de leurs gestes. Alors, c'est ça, le gouvernement, ça se trouve une association où des gens qui sont bien organisés, puis ça achète leur vote, et ils s'attendent pas à ce qu'il y ait un paquet de petits propriétaires de chambres là qui descendent sur René Lévesque avec des pancartes pour dire hey non, on veut louer nos chambres sans permis. Les gens sont pas assez organisés pour faire ça. Ben. Alors donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Contrôle des permis, let's go. C'est-à-dire qu'il y a des permis, comme on dit. Moi, je me souviens, j'ai un de mes amis qui a un garage dans une petite municipalité au Québec, un garage mécanique, là, mécanique générale. Puis il y avait comme 2 portes de garage, tu sais. Bon, puis là, il disait, ça me prendrait une 3e porte sur le côté. Il faudrait que je mette une 3e porte de garage pour avoir une 3e voiture pour réparer en même temps, pas juste 2 puis tout ça. Pour grandir son entreprise. Ouais, fait que là, il fait une demande à la ville. Il dit, hey, là, tu sais, juste rajouter une porte de garage. Là. Oh, t'as peu, prends le permis. Puis là, ça prenait du temps. Puis ça marchait pas. 6 mois, 1 an. Ah non, c'est pas sûr, ça serait bon, tu sais, une porte de ce côté-là, parce que tu sais, il y a d'autres commerces là. Puis tu sais, ça des raisons stupides. Puis là, il me parlait de ça. Ben je dis, voyons, si t'as pas catché, il dit quoi? Il dit, faut que tu graisses le fonctionnaire. Je dis, non, chien, tu me dis pas sérieux, là. Je te le dis. Là, quand tu te fais niaiser de même par un fonctionnaire, là, c'est parce que t'as pas mis du cash. Bah, je te crois pas, tu sais. Fait que ça finit là-dessus. Non, mais c'est exactement ça. Mais non, mais t'as pas, fait que là, moi, pas là tous les semaines, moi, je suis le garage, là. Fait à peu près 7-8 mois plus tard, je retourne. J'arrive là. La belle porte de garage. Oh, t'as fait. 3e porte de garage. Je vais le voir. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ben, il dit, t'avais raison. Non. J'ai dit, t'es sérieux? Il dit, ben oui. J'étais allé voir le fonctionnaire. Eh oui. Il avait donné du cash au fonctionnaire puis il a eu sa porte de garage. Il a-tu donné un bon montant ou? Je sais pas. Il m'a jamais voulu me dire combien. Non, ça existe pour de vrai. Ouais, c'est triste. Faites-vous pas d'idée, là. Ça existe pour de vrai. Puis là, ils ont permis, ils ont pas été longs, il l'a fait, ça porte. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Exact. Exactement. Au malheur, les fonctionnaires fédéraux, va falloir qu'ils soient performants. C'est épouvantable. Si on a dénoncé ça, nous autres, ici au Québec. Ah, écoute, des fois, le fédéral, là, on peut bien chialer contre les conservateurs, mais ils font des bonnes affaires. Tu sais, là, oui, ils en font des bonnes. Tony Clement, qui est le président du Conseil du Trésor, donc le boss finalement du cash, là, c'est lui qui a récemment annoncé qu'il allait mettre en place un système de gestion de performance sur le travail des fonctionnaires. Il y avait déjà un système de contrôle de la performance des cadres, et là, il a annoncé qu'il allait en mettre un pour les fonctionnaires. Moi, tu sais, tous les entrepreneurs privés là, comme moi, là, c'est toutes des affaires qu'on fait naturellement. Tu sais, oui. Quand j'étais chez Entourage, on avait des techniciens qui installaient du filage, préparaient des lignes, puis il y avait pas, quand je l'ai acheté, ça appartenait au Fonds de solidarité, puis il y avait aucun système de gestion de la performance. Et on avait la chance d'avoir toutes les transactions que le technicien faisait étaient toujours enregistrées sur ordinateur. Tu sais, il rentrait chez quelqu'un, mettons, il rentrait chez toi, Vincent, puis il arrangeait whatever, là, puis il retournait dans son camion, puis là, il entrait dans l'ordinateur, OK, je suis arrivé à telle heure, je suis parti à telle heure, j'ai fait telle chose. Donc, on était capable de tout mesurer ce qu'il faisait. Et à un certain point, on a commencé à faire des tableaux
des équipes de techniciens. Alors, l'équipe 32 qui était, mettons, à Sainte-Foy ou, peu importe où, là, on sortait des tableaux de performance, de statistiques. Puis, tout ce qu'on a eu à faire, c'est de mettre ça sur un tableau dans le bureau. Là, tout le monde fait se comparer, là. Oh, ben là, attends un peu. J'ai l'air fou, moi, là. C'est ça. Alors, si le gars qui dit, là, moi, j'en fais pas beaucoup parce que le réseau ici est vieux, puis c'est difficile, où il y a bien des arbres, puis il passait dans les cours en l'air. C'est oui, mais ton chum, là, qui est dans la même équipe, qui est dans la même région que toi, là, il fait la même chose, tu sais. Puis il est beaucoup plus performant que toi. Alors, donc, la mesure de la performance, souvent, d'abord, les gens veulent savoir, je fais-tu une bonne job ou je fais-tu une mauvaise job? Je suis plus lent que l'autre ou moins lent que l'autre? Est-ce que les gens veulent savoir, est-ce que je produis? Est-ce que mon patron est content de moi? Alors donc... je pense que tout le monde veut travailler puis bien travailler aussi. Là. Des fois, ça fait partie des défis de la gestion. Pas tout le monde, là, mais... la majorité des gens en général, oui. veulent travailler. Ouais. La grande majorité des gens veulent travailler. Puis ceux qui ont souvent l'air blasés, Adrien, tu me le diras, là, t'es entrepreneur, ça fait longtemps, tu en as géré du monde, là. Les gens qui sont souvent blasés puis qui ont pas l'air de vouloir travailler, c'est un défi de gestion. Exactement. Puis c'est pas nécessairement en raison d'eux, c'est souvent ça prend dans ce temps-là tu regardes le gestionnaire, souvent tu dis OK, tu motives mal ton monde toi là. T'as absolument raison. Moi quand j'avais des techniciens justement qui produisaient pas là, le gars qui se faisait jouer les fesses, là, c'était son patron. C'était son superviseur direct. Ouais. Là, je lui disais, toi, là, tu vas partir, tu vas passer la journée avec ce gars-là dans le camion, puis tu vas aller voir les clients avec lui, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Il est pas correct. Pourquoi ça prend plus de temps? On va l'accompagner, on va l'aider, c'est ça. Et souvent, même les techniciens, il y en a un, on les mettait sur ce qu'on appelait des plans de performance. Donc, ceux qui étaient vraiment, pas très performants, on les accompagnait comme ça. Puis je m'en vais en visiter un à Toronto, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, hey, t'es sur un plan de performance? Il dit, ouais. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, il dit, parce qu'ils me l'ont jamais dit combien ce qu'il fallait que j'en fasse d'installations par jour. Fait qu'il alors, j'en faisais 3, j'en faisais 4. Et là, ils m'ont dit, il faut que j'en fasse 5, 6. OK, c'est correct. On va en faire 5, 6. On va en faire 5, 6, c'est ça que ça prend. Alors donc, ça prend ça. Et ce qui arrive, c'est que quand il n'y a pas de système de gestion de performance, ben les gens qui sont pas bons restent là, ça décourage ceux qui sont bons. Quand tu regardes les statistiques de turnover, là, de roulement de personnel dans une entreprise, c'est 5 à 10 par année là, de gens qui partent, puis les congédiements, puis tout ça, puis de faire le même. Sauf quand les baby boomers tombent en retraite. Oui, c'est ça. Mais là, tu vois que au gouvernement fédéral, c'est des proportions comme 0,06% par année. Là. Il y a plus de gens qui meurent sur la job que de gens qui se font congédier parce qu'ils sont incompétents. Ben oui, mais c'est sûr. Alors donc, je trouve ça intéressant de voir que Tony Clement a pris ça en main. Puis évidemment, pour un technicien, c'est facile à mesurer. T'en fais 5 installations, t'en fais 6, t'en fais 4. Mais alors qu'un fonctionnaire, ça peut être plus difficile. Je présume qu'il y a des dossiers à vérifier à chaque jour. C'est ça, mais tu te mets des objectifs. Puis des fois, ça peut être plus difficile à mesurer, mais tu t'ajustes, mais au moins, t'as un élément de mesure, puis le gars est obligé de produire. Tu sais, quand t'as pas les jobs de résultats, c'est plus difficile à évaluer, mais ça reste qu'un patron qui est présent, puis il connaît les compétences à avoir pour bien faire le travail, qui fait une observation, il est capable de rendre des comptes, puis on est capable de mesurer si un employé est pas bon. Sinon, on aurait de la misère en maudit dans notre système capitaliste. Là. Ouais, puis tu sais, quand tu te rappelles, quand François Legault avait parlé de possiblement mesurer la performance des professeurs. Ben là, écoute, tu comprends. Mais quand tu regardes en France la façon qu'ils mesurent la compétence des professeurs, tu as des inspecteurs qui viennent dans la classe, OK? Puis là, ils passent la journée dans la classe. Ils regardent comment est-ce que le professeur enseigne. Puis la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils disent aux enfants, donne-moi ton cahier de mathématiques, puis tiens-toi, donne-moi ton cahier de français, puis tiens-toi, donne-moi ton cahier d'anglais. Puis là, ils regardent tout le travail que l'étudiant a fait depuis le début de l'année, puis comment est-ce que le professeur a corrigé les fautes de l'élève. Et puis, si le professeur a oublié une faute, là, il se fait blaster. T'sais. Alors donc, le professeur sait qu'il sait pas quand est-ce qu'il va se faire vérifier, mais il sait qu'en tout moment, il peut se faire vérifier, non seulement pour la journée là, mais pour le début de l'année. Le best, c'est mettre une petite caméra dans chaque classe, puis il saurait jamais quand est-ce qu'il est surveillé ou qu'il l'est pas, le prof. Big Brother. Là, ça serait bon, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des façons de mesurer, tu sais. Et quand les professeurs ont dit, non, ça se mesure pas, tu sais, ça se mesure. Dans les écoles privées, ça se mesure. Est-ce qu'on revient pas à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est imputable au Québec, là? Dès que tu rends les gens imputables de leurs gestes, de leurs faits et gestes, tout le monde doit rendre des comptes,
puis les patrons doivent rendre des comptes à leurs patrons, puis à leurs patrons, puis ainsi de suite. Si tout le monde, sans avoir peur là, de rendre des comptes, mais dès qu'il faut que tu livres une performance, livres un résultat, tu as une certaine pression que si tu livres pas ton résultat, tu vas être dans la marde. C'est juste de ramener ce sentiment-là dans la fonction publique, parce que c'est la fonction publique fédérale qu'on parle à la base. Et pas tous les ministères. Il y a des ministères que si tu livres pas, t'es dans la marde aussi. Là. Mais de ramener cette urgence-là, ça pourrait être un méchant bon move pour le ministère. C'est difficile parce que ça appartient à personne, tu sais, puis t'as pas l'incitatif de profit, alors t'as pas l'incitatif de bien utiliser tes ressources. Tu sais, t'as raison, c'est ça que ça prend, mais c'est pas facile. C'est pas évident à faire, exactement. C'est pour ça que la plupart sont pas motivés. Ouais. Les sciences poubelles, c'est quoi ça? OK, ben, quand t'étais en vacances, j'avais commencé une petite chronique sur les sciences poubelles. Ah oui, c'est vrai. Sciences poubelles ou scientifiques poubelles ou... statistiques bizarres. Des statistiques bizarres, des statistiques qui n'ont pas rapport, tu sais, comme disent les enfants, ça n'a pas rapport. Alors la première, t'étais pas là, la première qu'on avait sortie, c'est il y a quelqu'un qui établit un lien entre la performance des entreprises et le nombre de femmes sur les conseils d'administration de ces entreprises-là. Ah j'ai parlé de ce sujet-là hier avec du monde, ouais. Ouais, c'est ça. Alors donc il y en a un paquet de cochonneries comme ça, puis de fausses statistiques, puis alors un des gars qui est un des sujets qui fait l'objet de beaucoup de sciences poubelles ou de la fausse science, c'est toute la question de la surpopulation. Ouais. Alors, dans les années 70, il y avait un consensus scientifique à l'effet que, je parle de 1970, mais il y avait aussi au 19e siècle, il y avait des consensus scientifiques à l'effet que la croissance de la population était tellement rapide qu'on serait jamais capable de nourrir tout ce monde-là, puis il y a des milliards de personnes qui mourraient de faim. Ouais. Évidemment, c'est pas arrivé. On sait que le nombre de personnes sur la Terre a plus que doublé depuis les années 70. C'est parce que la courbe, elle s'en a de même, puis là, ça... Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on tient pas compte de l'adaptation, que les gens sont capables de s'adapter, que la productivité change, qu'il y a des nouvelles découvertes. Je sais pas, t'as-tu lu le nouveau livre de Dan Brown, le gars qui a fait Angels and Demons? Ah non, oui. Inferno, là, le nouveau livre. Non, j'ai pas lu le nouveau. Ça a rapport à ça, hein? Ah ouais, c'est ça? Exactement rapport à ça, au fait que si on ralentit pas le nombre de naissances dans le monde, là, c'est sûr au Québec c'est pas un problème, mais dans le monde, on va avoir des problèmes tantôt parce qu'on ne pourra pas nourrir ce monde-là, puis on ne pourra pas survivre à cause de ça. C'est ça le livre. Le livre est en rapport avec ça. Ça, il disait ça. C'est Malthus qui disait ça, je pense, en 1870. Tu sais, si la tendance se maintient, hein, Bernard de Rome et les élections, mais c'est parce que la tendance, ça se maintient pas. Il y a des choses qui arrivent. Ben c'est ça, ouais. Tu sais, on invente des nouveaux engrais, on trouve des Monsanto va sortir une nouvelle graine qui fait qu'elle se fera pas attaquer par des bébites. Bon, tu sais, il avait pas pensé à ça en 1870, là. Alors, donc, ce gars-là, Ehrlich, qui avait sorti ce livre-là en 1970, il était complètement dans les pommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gars-là apprennent pas, tu sais, ils en ressortent toujours d'autres. Alors là, évidemment, maintenant, c'est le réchauffement du climat. Oui. Alors, on fait des corrélations, on voit que des liens qui sont pas évidents. Alors, là. Donc, il y a plus de carbone, il y a plus de CO2 dans l'air, il y a une augmentation de la température. On n'est pas capable vraiment de voir pourquoi, donc ça doit être à cause de ça. Puis quand ça a commencé, vraiment, ça a commencé comme ça, il n'y avait pas d'autre explication que l'augmentation du CO2. Et avec le temps, aujourd'hui, on sait que, ça fait 15-16 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la température de la surface, alors que la concentration de CO2 a continué à augmenter. Alors là, ils ont la misère à trouver des raisons, là, ils essaient de trouver d'autres raisons, tu sais, mais souvent, tu sais, la science, il faut que ce soit quelque chose d'objectif, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'émotionnel ou que ce soit quelque chose de politisé. Et des consensus scientifiques, ça n'existe pas vraiment. Pas plus que, il y avait un consensus scientifique à l'effet que la Terre était plate. À l'époque. Puis ça n'existe pas. Alors donc, il faut faire attention au consensus. De toute façon, la science... L'humain s'ajuste. La science avance quand il n'y a pas de consensus. Quand quelqu'un vient te challenger puis dire, hey non, toi, là, ton théorème ou ta théorie, ça marche pas, j'ai trouvé une autre façon. Puis c'est comme ça que ça avance la science. Alors donc, tout ça pour dire que... des pelleteux de nuages puis des gens qui inventent toutes sortes de relations souvent pour avoir des subventions ou pour gagner leur vie, là, il y en a eu puis il y en aura encore, t'sais.
Good, ben Adrien, merci d'être venu. OK, ça me fait plaisir. On va te laisser retourner. Tu fais-tu une petite tournée cet été, là, quand Non, ouais, je fais la tournée. Conservateur, as-tu décidé quand est-ce que tu pars puis où tu t'en vas? Ben, écoute, j'étais à Chicoutimi la fin de semaine dernière. Ouais. Je suis allé au Pageant, là, aérien, à Bagotville, c'était magnifique. Je suis allé à la mine Niabec. Je suis allé à la fromagerie Boivin dans Ah, ben oui, classique. Chicoutimi, Fromage Boivin. Super le fun. Hey, c'est des beaux entrepreneurs, ça. Ben oui, Qui ont des ben beaux oui. projets. Fromage, il est bon, pas à peu près en plus. Très bon. La mine, c'est tout un défi, on va dire. Là. Ah c'est un énorme projet, mais évidemment, c'est l'immobilisme au Québec. Il faut pas trop. Alors, c'est compliqué. Tu vois qu'ils mettent un temps, puis des énergies, puis de l'argent, beaucoup d'argent à convaincre les gens autour, la population, que c'est bon, puis ça va créer des emplois. Mais les gars sont persévérants, puis ils sont patients, puis ils vont faire avancer leur projet. Là. C'est le fun. Good. Sur ça, on s'en va à la pause.